organiser des gay pride, financer des films d'auteurs LGBTQI+, ou du porno gay, et vendre ses plages et même son armée comme gay-friendly, tout en s'appelant Israël, ça s'appelle du pinkwashing. Et c'est de plus en plus critiqué. Mais qu'est-ce que le pinkwashing? Et pourquoi ce lavage rose ne fait-il plus vraiment illusion? Pinkwashing is an attempt by the Israeli government and supporters of Israel to distract attention from Israel's illegal occupation of Palestine by pointing to Israel's supposedly superior record on lesbian, gay, bisexual, and transgender rights. En gros, c'est une façon pour Israël de se donner une image positive et progressiste aux yeux du monde en défendant les droits de celles et ceux qui étaient et continuent d'être opprimés dans certaines parties du monde. Alors oui, Israël viole peut-être les droits des Palestiniens de façon répétée, mais reste très attaché à protéger les droits des LGBTQI+, à condition qu'ils ne soient pas palestiniens, bien sûr. Ainsi, selon Haaretz, quotidien progressiste israélien reconnu, Netanyahou ne cesse de répéter que l'Iran pend les homosexuels, alors qu'Israël est une démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, et que le pays organise des gay pride. Mais attention, il ne dit ça que lors de ses discours en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire en dehors d'Israël. L'intérêt d'Israël est de stigmatiser tous les pays autour pour masquer ce qui est fait concernant l'apartheid, la colonisation, l'occupation des territoires palestiniens. Ainsi, selon Jean Stern, auteur du livre Mirage gay à Tel Aviv, Israël reste un pays fondamentalement homophobe. Selon le journaliste, 47% des Israéliens considèrent que l'homosexualité est une maladie. Ainsi, dans la seule démocratie du Moyen-Orient, les mariages entre personnes de même sexe sont interdits. L'État d'Israël est beaucoup plus gay-friendly sur ses campagnes de communication que dans la réalité. On peut rappeler aussi les tristes massacres de la Gay Pride de Jérusalem en 2015 avec un juif orthodoxe qui a poignardé plusieurs manifestants. En 2009 aussi, la fusillade devant le centre LGBT de Tel Aviv. Quoi qu'il en soit, Israël a décidé de commencer à booster sa crédibilité LGBTQI+, en 2009 dans le cadre de sa campagne de com Brand Israel, lancée elle en 2005. Alors que son image était au plus bas après la répression violente de la deuxième intifada. La ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tzipi Livni, ancienne agente du Mossad, les services secrets israéliens, et d'autres diplomates israéliens, ont ainsi décidé qu'il y avait un modèle de ville gay à vendre concernant Tel Aviv. Des journalistes gays ont été invités dans le pays. Un marketing direct s'est mis en place dans les médias LGBTQI+. Et en 5 ans, le nombre de touristes venus pour la Gay Pride de Tel Aviv est passé de 7 000 en 2012 à 35 000 en 2017. C'est un truc politique. Le centre gay de Tel Aviv est un centre municipal. Les salariés sont payés par la mairie. La parade gay est organisée par la municipalité de Tel Aviv. Elle est payée par la municipalité de Tel Aviv. Les publicités sont payées par la municipalité, le gouvernement, le syndicat des hôteliers, tout. Donc tout ça est absolument officiel. Mais c'est aussi le cinéma qui aide à redorer le blason israélien. Et ce, dans les festivals les plus prestigieux au monde. Il faut savoir que l'art et la culture en Israël ne sont jamais anodins, ils sont instrumentalisés et utilisés à des fins de propagande. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur adjoint du ministère des Affaires étrangères, Nissim Benchetrit, qui disait que l'art était un instrument pour l'asbara, donc la propagande israélienne. Selon le New York Times, Israël finance des projections de films pro-israéliens dans des festivals de films LGBTQI+, aux États-Unis. Et chaque année, depuis 2006, se tient le TLV Fest, Festival international de films LGBT de Tel Aviv, financé par le Conseil du film israélien. En 2006 sortait d'ailleurs le très remarqué film The Bubble de l'israélien Ethan Fox, financé en partie par le Israeli Film Fund, un financement public pour le cinéma et qui raconte l'histoire d'amour passionné entre Ashraf, un Palestinien persécuté par son beau-frère Jihad, membre du Hamas, et Noam, un soldat israélien qui a le coup de foudre pour lui à un checkpoint. Une histoire vécue par le réalisateur lui-même pendant son service militaire. Le film, qui se passe sur fond de rave anti-occupation, a été accusé de faire une maigre critique de l'occupation israélienne et de montrer la société palestinienne comme arriérée. Mais le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, a de plus en plus dénoncé le pinkwashing. Et les éditions de 2017 et 2018 du TLV Fest ont connu un grand boycott de la part des artistes et cinéastes invités au festival. En 2017, le réalisateur sud-africain John Trengove a demandé que son film Les Initiés, The Wound, ne soit pas projeté au nom d'une douleur de la lutte contre l'apartheid, encore très fraîche dans la conscience collective des Sud-Africains. Et pour l'année 2018, c'est 11 artistes qui ont boycotté le festival à l'appel de BDS, dont le réalisateur et acteur transgenre français Océan Michel et son co-réalisateur Cyprien Vial, auteur du film Embrasse-moi.
Sylvain Coine, réalisateur français, nous explique pourquoi lui aussi a refusé que son film, Dylan Dylan, soit projeté au TLV Fest de 2018. Le TLV Fest, c'est un festival qui est très important en Israël et à Tel Aviv, qui représente la ville la plus tolérante en termes de droits homosexuels LGBT du Moyen-Orient. Mais c'est aussi une vitrine pour l'État d'Israël et c'est une vitrine pour un peu redorer son image de société tolérante pour masquer des agissements beaucoup plus violents que l'on connaît et qui touchent aussi les personnes LGBT et queer. La Gay Pride 2018 de Tel Aviv, qui a rassemblé 250 000 personnes, a elle aussi été accusée de pinkwashing par ses militants palestiniens et israéliens. Et ce qui explique aussi la lutte contre le pinkwashing, c'est le traitement des personnes LGBTQI+, palestiniennes par Israël. Tout d'abord, celles-ci sont victimes de la même ségrégation que tous les Palestiniens et toutes les Palestiniennes. Les gays palestiniens sont enfermés, comme tous les Palestiniens, à cause du blocus de Gaza et à cause du mur qui se construit et qui ferme Israël. Et les gays palestiniens me disent et disent à la terre entière, on n'est pas seulement des victimes, on est aussi des hommes, on est des femmes, on a le droit de vivre. C'est Israël qui crée les conditions de notre enfermement, comme il crée les conditions de l'enfermement de toute la Palestine. C'est Israël et l'occupation qui créent les conditions de notre oppression, comme pour tous les Palestiniens. En 2014, des réservistes israéliens révélaient qu'Israël utilisait ses outils d'espionnage perfectionnés pour repérer les Palestiniens LGBTQI+, en les mettant sur écoute, et utiliser leurs orientations sexuelles présumées pour les faire chanter, et ainsi les obliger à collaborer avec l'armée israélienne comme informateurs ou informatrices. Cette position où les gays, s'ils acceptent de devenir collabos, ils peuvent être exécutés par la police palestinienne ou par leur propre famille. S'ils refusent d'être collabos, ils sont dénoncés par la police israélienne et un sort funeste les attend en général. Ainsi, le dommage qui en découle est que les personnes LGBTQI+, seraient soupçonnées d'être collabos par leur entourage. When you construct the static image of a society and frame homophobia and transphobia as an inherent quality to the society, while framing yourself, of course, as a savior, you're gaining legitimacy from the international community, especially queers, to continue your colonial violence against these savage colonized people. Pinkwashing is consistent with the Israeli agenda of legitimizing colonial violence and of removing Palestinian people from their land.